Titre de vidéo provocateur, mais croyez-moi, c'est pour votre bien. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler d'argent. On aime ça, l'argent, et j'ai envie d'en parler par rapport au cinéma, parce que depuis maintenant presque 2 ans, je fais des vidéos actualités de manière hebdomadaire, et je parle souvent de box-office pour vous dire quel film est un succès ou pas. Et je vois toujours les mêmes commentaires, et c'est pas une chose négative par rapport à vous, hein. C'est normal de pas forcément savoir, et je suis là pour vous apprendre justement comment ça fonctionne. Je vois plein de commentaires qui me disent « Reg, de Flash, 200 millions, box-office 250 millions, le film est rentable et la Warner a même gagné 50 millions. » Et ouais, t'as vu, de Flash, c'est pas un flop, c'est carrément un flop. C'est même plus que ça, c'est l'un des plus grands flops de l'histoire de la Warner. Ils ont d'ailleurs déclaré que le film, d'après leurs estimations, va faire perdre à la boîte 200 millions de dollars. Et c'est parmi leurs estimations optimistes. Du coup, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de faire cette vidéo avec vous pour discuter de tout ça. Je vais faire simple. L'objectif, c'est d'en parler rapidement et que vous en sortiez avec le maximum d'informations possibles pour que vous puissiez à votre tour être pénible avec les gens que vous connaissez qui vous disent qu'un film est rentabilisé juste parce qu'il a atteint son budget affiché sur internet. Alors juste une petite précision tout de même, c'est qu'on va parler de films à moyen et gros budget américain. Pour la simple et bonne raison que les films indépendants américains fonctionnent pas forcément de la même manière et les films européens et surtout français ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Déjà notre système à nous n'est pas calculé en termes d'argent comme dans beaucoup de pays du monde et surtout aux États-Unis, mais en termes d'entrée. Et en plus de ça, certains films sortent en France alors qu'ils sont déjà autofinancés par des impôts qu'ils payent, le CNC, des chaînes, bref, il y a plein de manières de financer un film français, des manières qui sont différentes en soi de comment on finance un film aux États-Unis. Donc le cinéma européen et le cinéma français ne fonctionnent pas de la même manière, on va pas se concentrer sur ça, c'est un peu plus compliqué et moins glamour, soyons honnêtes, et moins fun surtout aussi. On va commencer avec les dépenses parce que c'est souvent la catégorie la moins comprise lorsqu'on parle de budget et de rentabilité. Lorsque vous tapez Indiana Jones 5 budget sur Google, vous tombez sur une page qui va sûrement vous dire que le film a coûté environ 300 millions de dollars. Et vous vous dites, ok, ça c'est le budget du film, il suffit juste qu'il fasse, je sais pas, 400 millions au box-office pour que Disney gagne de l'argent. Le budget que vous avez affiché de 300 millions de dollars pour le coup, c'est ce qu'on appelle le budget de production. C'est l'argent qui a été mis pour créer le film. C'est les acteurs, les caméras, le son, la production du film de manière générale. Parfois, on inclut les droits lorsque vous adaptez une œuvre qui est existante dans le budget de production, mais parfois il est exclu. Pourquoi est-ce que je dis ça? L'exemple qui me vient en tête, c'est le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Si vous suivez l'actualité cinéma, vous avez sûrement vu plein de budgets différents par épisode. 30 millions par épisode, non, 50 millions par épisode, non, 48. C'est juste que certains budgets déjà étaient des estimations de une parce qu'on n'a pas toujours le budget. Certains studios ne révèlent pas leur budget, c'est important de le savoir aussi, et parfois ce sont des estimations. Mais dans le budget du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, ils incluaient à certains moments le budget pour avoir acquis les droits à l'univers du Seigneur des Anneaux. Ce qui est un peu compliqué lorsque c'est une série parce que du coup vous allez prendre les droits et faire 5 saisons, du coup il faudrait amortir sur les 5 saisons. C'est un peu compliqué, c'est de la comptabilité. Mais pour cette vidéo, on va inclure les droits dans le budget de production. Donc on a 300 millions, c'est un budget colossal pour un film. Pour rappel, Indiana Jones 5 est l'un des films les plus chers de l'histoire. Mais dans le budget de production, ce qui est important de noter, c'est que ça n'inclut pas toujours les reshoots. Donc à certains moments, lorsqu'ils finissent ce qu'ils appellent Principal Photography aux États-Unis, le film est tourné et c'est bouclé, ils sont en plein montage ou post-prod et ils se rendent compte qu'il manque des choses. Il faut rappeler le scénariste, il faut rappeler les acteurs, il faut appeler la production et retourner certaines scènes. Et le budget n'est pas toujours inclus dans le budget de production. L'exemple parfait, c'est de Flash. Le budget est estimé entre 200 à 300 millions parce qu'il y a eu énormément de reshoots. Et parfois c'est compliqué parce que si on prend le budget d'Avatar 2 qui est estimé à 400 millions, beaucoup de personnes disaient que le film avait coûté 700 millions. Mais le truc c'est que ce 700 millions, il vient d'un truc un peu compliqué. Lorsque tu fais des films comme Avatar où James Cameron a tourné plusieurs films d'un coup, c'est pas toujours évident de savoir où va le budget. C'est-à-dire que peut-être les 700 millions c'est pour les deux films parce que forcément la technologie que tu as utilisée pour le premier film, enfin dans ce cas-là le deuxième, va être réutilisée pour le troisième. Tu peux à certains moments peut-être même tourner des scènes pour les deux films en même temps. Du coup c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement combien le film a coûté. Quand ils filment plusieurs films d'un coup, ça amortit évidemment les dépenses. Économie d'échelle, tu fais les deux films en même temps, ça coûte moins cher que faire une pause par exemple. Mais pour déterminer le budget d'un film, c'est un peu compliqué. Mais ensuite, lorsqu'on a un budget de production, reprenons les 300 millions, bah il faut vendre le film. Et le marketing est la deuxième plus grosse dépense pour un film. Si vous voulez la jouer safe, vous voulez aussi être généreux avec le marketing, vous prenez le budget de production, surtout pour un gros blockbuster, les 300 millions et vous faites x2. C'est parfois moins que ça, c'est parfois plus que ça. Quand je dis plus, c'est pas 300 millions, je parle du multiplicateur. Ça peut être parfois x 1,75, ça peut être parfois x3, x4 en fonction du budget du film. On en parlera en fin de vidéo. Mais voilà, le marketing, il faut compter 2 fois le budget en moyenne pour un gros film. Donc là, Indiana Jones, déjà, vous êtes à 600 millions. Peut-être de manière réaliste, on serait plus à 550 ou 500, mais pour être sûr et cynique, disons-le, soyons à 600 millions. Vous vous dites, non mais c'est pas possible, ça peut pas coûter aussi cher. Il faut faire la promotion sur les réseaux sociaux, dans toutes les villes du monde ou presque. Ça coûte beaucoup d'argent. Les affiches, les collaborations, regardez Barbie, ils ont dépensé combien en marketing
marketing d'après vous? Regardez toutes les collabs qu'ils font. Vous pensez que c'est gratuit réellement? Pas du tout. Donc marketing, ça coûte parfois beaucoup plus cher que le film, ou si c'est un énorme film comme là, dans cet exemple de 300 millions, ça coûte 2 fois le film ou un peu moins. Ok, on est à 600 millions, on est safe. Qu'est-ce qui manque? Envoyer le film au cinéma. Oui, parce qu'en effet, il faut envoyer le film au cinéma. C'est ce qu'on appelle les copies, ou copies je crois en français, où il faut physiquement envoyer le film au cinéma, que ce soit en DCP, donc un disque dur, que ce soit en pellicule, et en fonction du format qui est envoyé, ça coûte plus ou moins cher. Le DCP, le format classique entre guillemets, c'est le moins cher. Si vous envoyez la pellicule de 18 km d'Oppenheimer à des cinémas, ça va évidemment coûter plus cher. C'est pas un OneDrive qui se partage, il faut physiquement envoyer le contenu du film, le film en soi, à des milliers de cinémas dans le monde, et ça coûte cher. Combien est-ce que ça coûte? Parfois c'est 5% du budget du film, parfois 10, parfois 3, disons entre 5 et 10. Je vais pas donner de valeur aujourd'hui pour faire un calcul vraiment précis, mais disons que ça augmente encore une fois le budget. Et ensuite, lorsque le film est sorti, il y a des choses à payer encore. Quoi, par exemple? Des prêts bancaires, et surtout des intérêts sur des prêts bancaires. On va pas rentrer dans le détail sur ça, mais oui, beaucoup de films payent des intérêts qui sont parfois assez élevés. Ça peut être 50 millions, ça peut être 100 millions, c'est costaud, ça peut être 5 millions, voilà, ça dépend. Et ensuite, il faut payer les acteurs. Il faut payer les droits d'auteur à tous les artistes qui ont travaillé sur l'œuvre, et il faut payer les bonus. Là, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que les bonus, ça dépend. C'est-à-dire que si on prend Avatar, James Cameron apparemment a touché 300 millions de dollars de bonus. Il était censé gagner 10% de ce que faisait le film au box-office. Avatar 2, il a négocié 20%, mais que sur les premières entrées. Donc après avoir sorti le film, il faut payer les acteurs qui reçoivent des bonus en fonction du box-office du film. Ça se négocie dans leur contrat évidemment, et le réalisateur et d'autres artistes qui travaillent sur le film. Donc il y a des bonus à payer lorsque le film a fini son exploitation. Ça existe et il faut le faire. L'exemple le plus connu, ça reste Matt Damon qui a refusé les 10% du premier Avatar. Par contre, ce qui est important à noter, c'est que oui, ça coûte cher et il faut les payer, mais il y a ce qu'on appelle le Hollywood accounting. Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, mais les acteurs s'en protègent, les réalisateurs aussi, ils prennent des avocats assez costauds. Le Hollywood accounting, c'est une manière de faire de la comptabilité qui fait qu'on fait la comptabilité d'une manière à ce que ton film n'ait pas de bénéfice. Ils vont payer les comptables une somme astronomique, des comptables qui bossent pour la boîte d'ailleurs régulièrement, qui sont genre une filiale de la boîte elle-même. Ils vont les payer des sommes astronomiques pour déjà augmenter les dépenses du film, des dépenses qui reviennent vers eux évidemment, pour ensuite dire aux acteurs que non, en fait, on n'a pas fait d'argent, donc c'est possible que des bonus n'existent pas réellement. Donc là, si on prend le budget de production 300 millions, le marketing 300 millions, encore une fois des chiffres assez pessimistes, et on ajoute les intérêts, les copies et les bonus et participations et droits d'auteur, disons de manière pessimiste que c'est 900 millions. Indiana Jones, pour qu'il gagne de l'argent, il faut qu'il fasse 900 millions au box-office. Je pense que la réalité se situe plutôt entre 700 et 750, mais on en est là quoi. Donc pour savoir si un film était un succès, vous prenez son budget, vous faites en moyenne, on va dire 2,5 fois le budget du film, donc là 750 millions, et vous vous dites ok, s'il a rapporté au box-office, c'est bon. Sauf que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les films doivent faire de l'argent. Et les studios vont souvent vous le dire, lorsqu'un film flop ou pas. Comment est-ce qu'un film fait de l'argent? Si le film sort au cinéma, le box-office. Allez, Indiana Jones 5, il faut qu'il fasse 750 millions. Disons qu'il s'est fait 1 milliard au box-office, c'est un succès. Eh bien non. Comment est-ce que vous pensez que les cinémas se font de l'argent? Ah bah oui, quand vous allez au cinéma, UGC, Pathé, Gaumont, peu importe, faut qu'ils vivent aussi. Les cinémas prennent la moitié. En moyenne, si un film a fait 1 milliard au box-office international, il n'a rapporté au studio que 500 millions. Donc si Indiana Jones fait 1 milliard, c'est probablement pas assez. Et le film ne sera pas rentable. Ça pique, hein. Mais le 50%, c'est assez classique dans beaucoup de domaines. Lorsque vous achetez des jeux en magasin à la Fnac ou des chaussures dans un magasin aussi, Nike ne reçoit que la moitié. C'est pour ça que beaucoup de studios aimeraient ouvrir leur propre cinéma pour recevoir l'intégralité de l'argent. C'est aussi pour ça qu'ils essaient de vendre eux-mêmes leur plateforme de streaming, vendre leur VOD depuis leur plateforme pour se faire plus d'argent. S'ils contrôlent tout l'écosystème, ils se font évidemment plus d'argent. Le box-office reste la plus grande source de revenus pour un film qui sort au cinéma, mais ensuite vous avez les droits streaming. Des plateformes de streaming achètent les droits de diffusion pour des films et ils peuvent payer ces droits plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions. Et s'allie à ça les droits TV aussi, même si là on parle plus de streaming que droits TV. Mais lorsqu'une chaîne veut acheter un film pour le diffuser sur sa plateforme, il faut qu'il paye évidemment. Et ça peut être pas mal d'argent aussi, des dizaines, voire des centaines de millions. Ensuite vous avez la VOD, voilà, quand les gens payent sur une plateforme un film à 30 balles, ça rapporte de l'argent évidemment et à la plateforme qui vend ce film, et aussi donc au film en soi et à la boîte de production. Et vous avez les achats Blu-ray qui aussi représentent de l'argent. Et un truc que je compte pas forcément dans les revenus du film, mais en soi il faudrait, c'est le merchandising. Ça inclut les figurines, les livres, les jeux vidéo, et je dirais même les parcs, que ce soit Disney World ou Universal. Mais c'est un peu plus compliqué. L'exemple le plus connu, c'est Star Wars, qui avait rapporté à Disney entre 5 et 7 milliards de dollars en jouets ou en merchandising de manière générale, avant même que le Réveil de la Force sorte en salle. Donc lorsqu'ils ont acheté Lucasfilm pour 4,4 milliards, je crois à l'époque en 2012, entre 2012 et 2015, ils avaient déjà gagné 5 milliards d'argent de merchandising, donc ils avaient déjà rentabilisé, entre guillemets encore une fois, l'achat de Lucasfilm. Du coup, vous vous dites peut-être que les droits TV, le streaming, le Blu-ray, ça compense la division du box-office par deux que prennent les cinémas comme argent, et je dirais que plus ou moins. Pour savoir si un film est rentable, encore une fois, je vous dirais de prendre
prendre le budget du film, de faire x 2,5 son budget et de juste regarder le box-office. Ça se compense plus ou moins. C'est pas toujours le cas, c'est vrai. On n'a jamais d'informations sur les droits TV, c'est très rare, à moins que des producteurs le disent directement. Mais c'est possible que ça compense la division par 2 du billet de place de cinéma. Donc Indiana Jones, pour qu'il soit plus ou moins rentable, disons qu'il doit faire 750 millions, voire 800 millions au box-office international. Mais comment savoir si un film a été réellement un succès? C'est simple, les studios vont vous le dire, si c'est un flop ou pas. Ou tout simplement, ils font une suite. Ou alors ils font plus de films du genre. Ou alors le film a été un petit flop, mais ils y croient et ils investissent. Ils vont faire une saga quoi qu'il arrive. L'exemple qui est bon, c'est Dune. Dune n'a rapporté que 400 millions. Mais vu qu'ils ont vu qu'il a cartonné sur HBO Max, ils se sont dit, ah, peut-être le prochain, les gens vont se déplacer en cinéma. Et je suis quasiment sûr que le prochain Dune fera plus d'argent que le premier en salle. Donc si le studio font plus de films similaires à celui qui a cartonné, ou alors investissent dans une franchise, c'est que le film a plus ou moins marché. C'est aussi des investissements. Parfois ils continuent, parfois ils arrêtent. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci dans ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que là, on a parlé du box-office, on a parlé des films qui sortent en salle. Mais les films comme Red Notice qui coûtent 200 millions, comment est-ce qu'on sait s'ils sont rentables ou pas? On sait pas vraiment. Le seul moyen de savoir, c'est s'ils font des suites. Et même là, il y a moyen qu'ils fassent des suites juste pour faire des suites et parier sur le truc. Parce que oui, si t'enlèves le box-office, on sait pas combien gagne un film en streaming en soi. Genre si Netflix fait son propre film, on sait pas exactement combien d'argent ça leur a rapporté. Mais ils vont le dire. À l'époque, ils avaient dit, bah, The Irishman a été très rentable pour nous. Parce qu'ils ont des cibles. Peut-être avec The Irishman, ils voulaient attirer une population plus vieillissante comparée au public plus ou moins adolescent, jeune adulte de Netflix. Et c'est ça l'objectif. Quand ils sortent des films, ils veulent attaquer des démographies. Donc c'est très compliqué de savoir si un film a été un flop ou un succès sur la plateforme de streaming en termes financiers. S'il a cartonné et tout le monde l'a regardé, là ouais. Et s'ils font plusieurs saisons pour une série ou plusieurs suites pour un film, là on sait plus ou moins que c'est un succès. Ou alors ils tentent, ils se disent bon bah la saison 1 ça n'a pas marché, mais on tente la saison 2. Mais vous voyez pour les séries et les films, ils tentent de moins en moins. C'est risqué parce que vous voyez à quel point c'est dur de faire de l'argent. Surtout dans un monde après Covid, le box-office c'est compliqué. De même pour le Blu-ray, il y a une interview assez connue de Matt Damon où il dit qu'à l'époque il y avait plein de films à moyen budget, entre 15 et 80 millions de dollars, au budget aujourd'hui, pas de l'époque. Ces films à l'époque existaient parce que lorsque tu sortais le film en Blu-ray, il le dit lui-même, c'est comme ressortir le film en salle. Donc tu avais 2 fois l'argent pour le même film. Maintenant les Blu-ray c'est quasiment mort. Moi j'en ai, mais bon la majorité des gens n'en ont pas. Maintenant t'attends que le film soit disponible en streaming, ou alors tu l'achètes en VOD. Mais du coup les choses évoluent et les moyens de financer des films évoluent et ça devient de plus en plus compliqué. Mais vous l'avez vu, ce qui rapporte le plus, c'est le box-office. Je vais prendre 3 exemples qui sont assez intéressants. Je vais commencer avec le premier que je cite depuis tout à l'heure, c'est Avatar. Je vais mettre l'image en plein milieu et je vais la commenter rapidement, mais vous pouvez mettre pause si vous voulez vraiment prendre le détail. Ce sont des estimations de Deadline et vous voyez ici donc en première catégorie le box-office. Avatar a rapporté 2,3 milliards au box-office international. Au cinéma, ça a rapporté 1,26 milliards. C'est le montant international plus ou moins divisé par 2. Home Entertainment, c'est tout ce qui est VOD et Blu-ray. Télévision streaming, c'est les droits dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en gros, le film a rapporté 1,6 milliard dans la poche de Disney. En dépenses, on a un budget de 400 millions. Là, pour le coup, ils ont mis un budget marketing aux alentours de 175 plus 100 millions. Donc on va dire à peu près 275 millions de budget de marketing. Residuals, c'est tout ce qui est droit d'auteur, de même pour participation qui sont les bonus. Et intérêt overhead, c'est tous les intérêts bancaires. Donc le film a coûté 1,1 milliard environ et a rapporté 1,6 milliard. Donc bénéfice net 530 millions. Pour le film qui est devenu le 3e plus grand succès de l'histoire quand même. Pour 2,3 milliards, il n'a mis dans sa poche que 500 millions. Et Avatar a du coup coûté 1 milliard. C'est pour ça qu'il y a un genre qui cartonne au cinéma, je le dis tout le temps, les films d'horreur. Prenez l'exemple de tous les films d'horreur qui sortent tout le temps, mais prenez Smile par exemple. Smile, c'est 17 millions de budget de production, encore une fois. Le marketing, on sait à quel point il était fou. Le film a rapporté 217 millions. Donc il a fait presque 15 fois son budget de production. Clairement, le film est rentable. Même s'ils ont claqué 100 millions en marketing, ce qui semble un peu exagéré, mais pourquoi pas, le film a quand même fait beaucoup d'argent. Quand tu fais x15, en général, ça va. De même pour Deadpool, budget de Deadpool, je crois que c'est une soixantaine de millions. Box-office international, x12, je crois, 750 millions, peut-être même x13. Là, vous savez que c'est un succès. Quand ça fait des chiffres x10, x15, en général, ça va. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous et que maintenant, vous allez un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Vous pouvez vous la péter en soirée maintenant. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient savoir comment ça fonctionne et je vous l'ai expliqué ici. J'ai aussi envie d'avoir votre avis sur la vidéo et ce que vous en pensez de manière générale de la rentabilité des films. Je veux tout ça dans les commentaires. Canal YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.